Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à notre premier webinaire Changer des vies, entrepreneurs heureux. Ça sera le premier webinaire d'une petite série de 3. Ça va vous permettre ces webinaires vont vous permettre de bien préparer notre place créative qui aura lieu donc le 7 décembre au Coran. Alors, le prochain webinaire aura pour thématique Starting a Business. Donc là, on va parler anglais. Il est planifié pour le 22 novembre. Et le troisième webinaire, le troisième de la série, donc, sera la gestion du temps et la gestion du stress, qui est planifié donc du 29 novembre. Alors, je suis heureux de vous avoir ici aujourd'hui, Charlotte Moisan, qui est psychologue et docteur en entrepreneuriat, donc bienvenue. Et Jean-Denis Mouchard, qui est coach professionnel. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui chez nous à ce webinaire. Alors, Charlotte, on va commencer avec vous. Avec plaisir. Donc, vous êtes psychologue, alors attendez, vous êtes psychologue et docteur en entrepreneuriat. Dites-nous un peu, qu'est-ce que sont vos différents champs d'intervention? Alors, oui, en effet. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, Cécile. Merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, en effet, moi, je suis psychologue et docteur en entrepreneuriat. J'ai réalisé une thèse sous la direction du professeur Olivier Torres à l'Université de Montpellier, justement sur le thème de la santé, moi, des dirigeants de santé mentale, des dirigeants de PME. Pardon. Et ce sujet. Vaste sujet, effectivement. Et dans ce cadre-là, on s'intéresse bien évidemment à l'entrepreneur tout au cours de sa carrière. Et ça part du départ à parfois aussi la fin de l'entreprise. Donc, mes différents champs d'intervention, j'interviens à la fois dans la formation. Je suis amenée à faire de la sensibilisation auprès des chefs d'entreprise sur leur santé mentale, comment aussi prévenir leur stress, comment prévenir le burn-out. J'interviens également, donc ça c'est principalement en partenariat avec l'Observatoire à Maroc, on intervient sur ce thème-là, et avec l'association APESA, l'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë, j'interviens sur la formation de sentinelles pour repérer en fait des dirigeants en souffrance aiguë, éventuellement donc pour prévenir le suicide patronal. Des thèmes pas toujours très gais. Oui, mais à un moment, ça a été très nécessaire et vraiment très important parce que pendant la Covid, nous avons justement travaillé avec vous et pour que les chefs d'entreprise qui étaient en grande détresse s'adressent à l'APESA pour justement prévenir le pire, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc, j'ai une deuxième cadre d'intervention qui va être justement le soutien psychologique, puisque je suis donc psychologue. J'interviens donc à titre personnel en tant que psychologue de l'entrepreneur. Je me suis qualifiée comme ça. Donc, je reçois en téléconsultation des entrepreneurs qui peuvent être un peu partout en France, justement pour travailler sur cette question de l'épuisement professionnel. Et aussi, je suis partenaire toujours du portail du rebond et de l'Observatoire à Maroc dans la cellule d'écoute. Cellule d'écoute psychologique. Donc, il peut vous arriver d'être en contact, voilà, je sais pas, mais une cellule d'écoute effectivement auprès de l'Observatoire pour les dirigeants qui seraient en épuisement professionnel. Et puis, j'ai un troisième champ d'intervention qui est l'accompagnement justement au changement professionnel et qui peut arriver du salariat vers l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat vers un retour vers le salariat. Donc ça, dans le cadre de bilan de compétences, etc. Donc, j'accompagne des porteurs de projets. Et donc, on arrive à notre thématique, voilà, parce que le salarié, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souhaitent donc changer leur vie. Et donc, la première question que je vous poserai, c'est en fait, quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui a vraiment envie de changer, envie de changer sa vie, quoi. Alors, pour quelqu'un qui a envie de changer sa vie, c'est quelque chose de toujours très, très inquiétant. On se pose des questions, on se demande vers quoi on va aller. Et je pense que
par exemple, pour la création d'entreprise, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, la création d'entreprise, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de se questionner, d'analyser un peu ses motivations profondes. Pourquoi on a envie de se mettre à son compte, pourquoi on veut créer une entreprise. Alors, toutes les motivations, globalement, vont être bonnes. C'est-à-dire que, quelle que soit la motivation, si c'est pour avoir de l'indépendance, pour se sentir libre de son propre patron, par passion, bien sûr, hein, de pouvoir allier sa passion avec son activité professionnelle. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes qui recherchent du sens, quelque chose qu'ils ne trouvaient plus dans leur activité et donc qui recherchent du sens dans leur travail, dans leur activité, ou pour tout simplement aussi un mieux-être, une façon de pouvoir s'accorder avec sa propre vie. Et donc ça, la motivation, pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans le projet, puisque c'est ce qui va être le moteur tout au long du projet et tout au long de l'entreprise, la vie de l'entreprise. C'est ce qui va permettre généralement de se rapprocher, parce qu'on va avoir des moments plus ou moins difficiles dans la vie de l'entrepreneur. Et donc, effectivement, cette motivation-là, elle me semble pertinente et très importante. Et du coup, voilà, j'aimerais... allez-y. Alors, Jean-Denis, quelle était votre motivation à vous? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là? Oui, moi, ma motivation, c'était un moment de ressentir qu'après 25 ans de salarié dans une entreprise, j'avais envie de faire autre chose. Il y avait aussi un souhait de changer de lieu de vie. Donc, c'était un vrai projet de vie avec une partie entrepreneuriale qui m'a amené à créer mon entreprise cette année. Et ce que je voulais dire en termes de motivation, c'est effectivement, on voit le visuel Place Créative avec ce parcours d'un entrepreneur un peu aventureux avec sa carte et qui va explorer le territoire. Et l'idée, c'est dans la motivation, c'est vers quel futur désirable j'ai envie d'aller, c'est quoi mon projet, pourquoi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Et donc, je vais travailler en travaillant avec des outils comme l'Ikigai ou le hérisson, qui est de se dire, voilà, quel est le croisement entre mes aspirations, mes talents, mes motivations, et qu'est-ce que je peux proposer à mes futurs clients. Donc, c'est des outils. J'ai eu aussi bénéficié d'un accompagnement avec la CCI, peut-être vous parlerez Anne-Laure. Donc oui, la motivation, elle est importante parce que c'est du domaine du rêve. Et s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de futur désirable. Et je dirais même que c'est une question à se poser régulièrement au gré de la vie de l'entreprise et de la vie de l'entrepreneur. Est-ce que j'ai toujours un rêve? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui me fait rêver, vers lequel j'ai envie d'aller aujourd'hui, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an? C'est hyper important. Effectivement, je rebondis dessus, puisque la motivation, il faut la questionner régulièrement. Et puis parfois, la motivation d'un chef d'entreprise, elle n'est pas toujours suffisamment travaillée au départ. Par exemple, d'avoir un problème une fois avec son supérieur hiérarchique et d'un coup de se dire mais moi je ne suis pas du tout fait pour avoir un supérieur hiérarchique et se dire du coup je vais me mettre mon propre patron. Il faut vérifier si c'est vraiment cette motivation est vraiment elle fait partie de notre personnalité, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment une personnalité d'être indépendant, est-ce qu'on a envie vraiment d'être seul, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quand on est chef d'entreprise, il y a quand même une part de solitude. Et puis est-ce qu'aussi on est, voilà, parce que si le fait d'avoir eu une altercation vous amène à vous dire moi je ne veux plus de chef d'entreprise, peut-être qu'en créant son entreprise, on pourrait se dire mais finalement moi j'aimais bien cette équipe, hein, et donc ça peut créer aussi de la déception. Donc pour moi je trouve effectivement important de la questionner et puis de la questionner tout au long de parce qu'elle peut bouger aussi, cette motivation. Donc, ce côté-là me semble très important. J'ai un deuxième point sur lequel, Jean-Denis, vous venez d'intervenir un petit peu en disant que vous l'aviez un peu travaillé, ce projet aussi, vous avez travaillé cette question, cette motivation, mais vous avez aussi travaillé le projet. Et ça semble indispensable aujourd'hui de travailler son projet. Et la CCI, par exemple, propose des accompagnements dans ce cas. Effectivement, le primordial, c'est vraiment que votre projet est préparé et travaillé pour valider, vérifier et sécuriser votre démarche de devenir entrepreneur. Jean-Denis est un très bon exemple, un très bon élève, puisqu'il a fait donc notre formation CréaBoost, qui, tout au long de cette formation, a permis de structurer, vraiment d'aller en profondeur de son projet de création d'entreprise. Nous avons bien sûr aussi un accompagnement individuel, je dirais à la carte pour chaque entrepreneur. Là aussi, on va l'aider à structurer, on va vérifier tous les points qu'il faut vérifier et tous les points qu'il faut aborder.
Et on a encore d'autres formations qui permettront chaque fois de travailler sur le projet et de faire en sorte que la démarche de création d'entreprise est sécurisée un maximum. C'était mon troisième point, du coup, c'est le plus important. Voilà, de réfléchir aux étapes et aussi au filet de sécurité. Tout à l'heure, Jean-Denis, vous nous disiez, vous avez changé aussi de vie, c'était un changement. On voit aussi que quand on veut changer totalement sa vie, beaucoup de chefs d'entreprise, en fait, se disent je veux partir, je veux déménager, et puis je veux me créer dans son endroit. Et c'est vrai que c'est important de le réfléchir aussi en étapes, parce que déménager, ça veut dire aussi un grand changement, un changement, bouleversement dans sa vie personnelle, sa vie familiale. On amène parfois toute une famille. Est-ce que toute la famille, elle est dans ce projet-là? Comment ça s'inscrit? Et puis aussi, parfois, quand on déménage comme ça, on peut quitter aussi un milieu un peu plus sécurisé de liens. Voilà, on peut quitter, on a des enfants de bas âge, et puis on quitte les grands-parents. Donc, comment on fait? Et ces filets de sécurité sont assez importants de réfléchir à ces étapes-là pour éviter justement une sorte d'isolement, parce qu'on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément. On peut arriver, on ne va pas avoir le soutien. Quand on parle de soutien, on va avoir plusieurs types de soutien. On va avoir le soutien émotionnel, c'est-à-dire effectivement familial, est-ce qu'on a tout ça? Puis on va avoir le soutien instrumental, celui qu'on va retrouver effectivement auprès des experts. Donc les experts comme la CCI, etc. Donc c'est vrai que ces points-là, que ce soit motivation, travailler en amont, mais aussi réfléchir aux étapes et peut-être avancer doucement, peuvent permettre d'avoir ce filet de sécurité pour ça. Alors je ne sais pas si Jean-Denis voulait intervenir sur ce dernier point. Si, alors c'est vraiment la transition entre le travail et le projet en amont, avec à la fois sur la posture et les outils, alors à la fois les outils de sa future expertise métier, s'il y a un changement de métier, mais aussi les outils techniques de la posture entrepreneuriale, les outils aussi qui sont nécessaires pour piloter une activité. Et les filets de sécurité, c'est de se dire, voilà, le questionnement, c'était à quoi je renonce en me lançant dans cette démarche-là, d'où l'importance d'avoir une motivation profonde, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce qui m'attire. À quoi je renonce? Je renonce à un CDI, je renonce au cadre du salariat, au fait de pouvoir poser des congés, de mettre un indicateur d'absence quand je ne suis pas là, d'avoir quelqu'un qui fait potentiellement mon intérim dans l'équipe. Donc, de renoncer à ça et de se dire qu'est-ce que je mets en place pour garantir que même si je ne suis plus salarié, ce qui était mon cas, il y a quand même une sécurité. Et je me rends compte, là, après quelques mois d'exercice, que je pourrais tomber dans le piège de me dire je suis tellement content d'être dans mon projet que je mélange le privé et le pro, travailler un peu le week-end, plus poser de congés. Et donc ça, j'ai bien identifié ce point de vigilance et ça fait le lien aussi avec le sujet de la santé globale de l'entrepreneur dont vous parlerez après, mais d'avoir aussi des marqueurs sur ces aspects-là et de faire le lien aussi avec le fait que souvent, la démarche entrepreneuriale, à la base, c'est une démarche d'une personne. Et du coup, de ne pas rester seul et d'aller, voilà, on en parlera après, mais de ne pas rester seul, de demander de l'aide si on a besoin, d'oser accepter sa vulnérabilité sur les moments où il y a des doutes, parce qu'un projet entrepreneurial comme la vie, ce n'est pas qu'un fleuve tranquille. Donc tout ça, c'est normal. Et dans ces moments-là, c'est qu'est-ce que je mets en place pour rester dans une zone de sécurité avec des partenaires, avec le soutien de ma famille, du conjoint, des amis, des pairs, etc. Donc effectivement, après, je voulais rebondir juste sur un point, sur le filet de sécurité. On avait aussi, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il y a la possibilité, on a l'absence de revenus, on perd ses revenus. Et puis aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a des aides qui existent aussi pour une démission pour création d'entreprises qui peuvent exister. Donc, en fait, il faut essayer de se renseigner aussi avant de se lancer un peu sur tout ce qui peut être fait, qui peut nous aider, comment on peut avancer. Alors, bien évidemment, il y a toujours des conditions très importantes, mais justement, plus on va travailler son projet en amont, plus on va se renseigner sur ça, plus on va regarder la faisabilité de son projet. D'où l'importance de se faire accompagner par de différents organismes consulaires ou des experts. Le mot d'ordre, c'est quelque part ne pas rester seul. Vraiment de se faire accompagner, de ne pas rester seul, d'échanger avec vos proches, mais aussi de se faire accompagner, c'est le plus important. Le soutien instrumental, c'est très important aussi. En plus, c'est les deux. Vraiment, il faut se dire que le soutien en général, on sait que c'est une source vraiment qui nous permet de tenir. Et il est de deux ordres, émotionnel, social et puis.
Et oui, je voulais rebondir sur un point qui contribue pour moi à la sécurité, c'est de réfléchir le projet dans le temps, dans le juste temps d'un projet entrepreneurial. C'est-à-dire au moins 2 ou 3 ans, et notamment sur le filet de sécurité, puisque vous parliez du financier, se dire, pendant les 2 ou 3 ans où je lance l'entreprise et où globalement les statistiques disent que quand on n'a pas passé le cap des 3 ans, il faut rester vigilant, même après, mais sur cette barre des 3 ans, de se dire, est-ce que je peux mettre en place quelque chose qui me permet de tenir, entre guillemets, notamment au niveau financier, sur cette période de 2 à 3 ans. D'où les différentes aides à aller chercher, d'où des formations qui peuvent être, la formation que j'ai suivie, Créaboost, c'était financé par la région et l'Europe. Donc, il y a plein de choses aussi qui sont accessibles, des aides possibles, via Pôle emploi également, ça a été mon cas, de voir aussi dans quelle manière on peut quitter l'entreprise, peut-être via une rupture conventionnelle pour ne pas partir sans rien. Enfin, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être éclairées à ce moment-là, avant de se lancer vraiment dans le projet. Donc, grosse préparation, de toute façon, hein, et accompagnement. Donc, ce que j'ai noté, c'est que vous aviez beaucoup, Charlotte, vous avez beaucoup insisté sur la motivation quand on peut créer son entreprise. Hein. Alors, la question que je me pose, est-ce que cette motivation entrepreneuriale, est-ce qu'elle peut impacter la santé du chef d'entreprise ou pas? Alors, je vais vous dire que oui. Nous avons fait lors de ma thèse, en fait, nous avons réalisé des articles, de la recherche, des études, et nous sommes appuyés sur un concept qui a été créé dans les années 2000 par le GEM Global Entrepreneurship Monitor, qui montre la différence entre ceux qui sont motivés par opportunité, c'est-à-dire par choix, justement par passion, par ce côté d'avoir envie de créer, et puis de ceux qui ont créé plutôt par nécessité. Parce qu'il faut savoir qu'il peut arriver que des personnes en fait, vont créer un peu contraints par leur environnement. Ils arrivent dans un endroit, dans une région où il n'y a pas de travail, on va leur proposer, où ils vont se proposer comme créateurs d'entreprise, vont créer leur propre emploi. D'autres, voilà, les secteurs, en fait, ça va être vraiment ceux qui vont choisir et puis ceux qui, contraints de leur environnement, vont être motivés, poussés et entrer dans l'entrepreneuriat dans ce sens-là. Et dans notre étude, on a montré que dans cette dichotomie-là, qui certes peut être, voilà, elle est très critiquée aussi, parce qu'on ne peut pas mettre de gros blocs, mais globalement, dans cette dichotomie-là entre ceux qui ont créé par choix et ceux qui ont créé par nécessité, on s'est rendu compte que les entrepreneurs d'opportunité étaient mieux protégés du risque d'épuisement professionnel que ceux qui créaient par nécessité. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement, les chefs d'entreprise, on parle beaucoup du burn-out professionnel chez les salariés, mais les chefs d'entreprise sont également touchés par ce risque-là. Et on a pu montrer qu'il existe aujourd'hui 17,5% de chefs d'entreprise en risque d'épuisement professionnel, ce qui veut dire à l'inverse que 82,5% ne sont pas en risque, hein, je préfère insister, mais montrer aussi, dans notre étude, on montre que finalement, ceux qui ont créé par choix, ils étaient plus que 13,5%, alors ceux qui avaient créé par nécessité étaient 30%. Donc, on voit que la part de quand on crée par nécessité, donc plutôt contraint, quand on subit plus certains événements, finalement, on doit avoir l'impression de donner plus, et il y a ce rapport au travail qui peut être des fois un peu plus compliqué. D'où l'importance aujourd'hui aussi, quand on est amené à créer, quand on pense et que la motivation, on ne sait pas trop, justement, on se sent un peu contraint, ne pas hésiter aussi à travailler sur soi, et puis on va voir un petit peu après ce qu'on peut mettre en place, mais effectivement, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose auquel on peut être contraint. Alors, j'ai parlé d'un un autre thème qui est l'entrepreneur lifestyle, qui est arrivé aussi un peu dans les années 2000, 2010, 2000, je ne sais plus. Donc, alors, qui a été défini par Marie Gomez-Bresse comme celui qui recherche, c'est celui qui est à la recherche d'un style de vie, donc projet professionnel, personnel, familial et social, et qui s'assure par la création d'entreprises un revenu suffisant pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que finalement, les entrepreneurs lifestyle ne vont pas chercher à gagner beaucoup d'argent, mais vont essayer de chercher à optimiser leur temps pour pouvoir avoir et répondre à leur vie à côté, leurs projets personnels, etc. Et alors, Jean-Denis, vous vous considérez comme un entrepreneur lifestyle ou quel type d'entrepreneur êtes-vous? Alors, déjà, c'était par opportunité me concernant, puisque il y a une graine qui a fini par germer
et à me dire que j'allais quitter l'entreprise qui s'est fait dans des conditions aussi d'un point de vue pur conventionnel collectif, donc avec des conditions favorables, mais qui m'ont permis de me dire, je crois que c'est maintenant, et en me disant, si je le fais, en me projetant 3 ans après, en me disant, si je ne fais pas ce choix-là maintenant, je vais le regretter. Je vais passer à côté de quelque chose dans ma vie. Donc, c'était aussi, alors je ne sais pas si je suis le lifestyle, mais j'aime bien cette combinaison où voilà, il y a aussi un projet perso, il y a des valeurs qui sont associées. L'idée n'étant pas pour moi voilà, d'être à tout prix sur la recherche de chiffre d'affaires ou de marge. L'idée, c'est de vivre convenablement de, j'ai envie de dire, mes talents, de me faire plaisir avec ça et d'être utile au monde. Donc, il y a quelque chose qui rejoint aussi le sens et mon positionnement. Voilà. Donc, oui, j'aime bien cette… Donc, Charlotte, je dirais, on est d'accord, c'est l'entrepreneur lifestyle, non? Et du coup, au niveau de la santé, comment vous avez l'impression dans votre santé, dans la façon de travailler, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vous épuiser au travail, vous avez l'impression de ne pas réussir à vous arrêter, à toujours… Ouais, c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, j'identifie que ce risque-là est présent. Parce que pour moi, le sens est là, j'ai de l'énergie. Enfin, en étant dans ce projet-là, j'ai retrouvé aussi de l'énergie que j'avais un peu perdue en étant salarié, en mal à me projeter dans l'entreprise. Donc, il y a une énergie qui est disponible. Le risque, c'est de ne plus faire la part des choses avec les temps, j'ai envie de dire, personnels. Donc, moi, je mets en place des rituels pour préserver un peu tous les types de santé, physique, intellectuelle, émotionnelle, j'ai envie de dire spirituelle aussi, avec des points d'attention sur le sommeil, sur l'alimentation, sur voilà, l'exercice physique et puis sur l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est un moment de me dire pourquoi je fais ça. Je reboucle avec ce que je disais au début, c'est je re-questionne pourquoi je fais ce projet-là. Est-ce que je me reconnais toujours dedans? Oui. Et est-ce que j'ai toujours ma boussole avec moi dans cette aventure et cette exploration? Donc l'invitation, oui, c'est d'être vigilant. Et ça veut dire d'être en authenticité avec soi-même. C'est ne pas se mentir sur les moments où on commence à sentir des signes de fatigue, je dirais pas d'épuisement, mais de fatigue, de démotivation. Je veux dire, c'est normal. La vie n'est pas un fleuve tranquille, mais c'est OK aussi. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je mets en place? Et si j'y arrive pas seul, je vais demander dans mon entourage, ma compagne, des pairs, formation, un thérapeute, un coach, une psychologue, voilà, un réseau d'entrepreneurs. Donc, on a avancé un peu, mais effectivement, une chef d'entreprise, comment il peut préserver sa santé mentale lorsqu'il crée son activité? Jean-Denis, il a déjà donné quelques conseils. Quelques clés qu'on retrouve. Donc, effectivement, moi, je dirais que tout d'abord, il faut prendre conscience, effectivement, qu'un chef d'entreprise, ce n'est pas un travailleur comme un autre. Il n'a pas… il n'a pas les horaires, en fait, on ne lui donne pas un horaire, c'est lui qui va se créer son horaire. Il y a une question qui arrive pile poil là-dessus, une question de Laetitia qui demande est-ce qu'on a un conseil pour réussir il y a un truc pour attendez, hop, pour réussir à tenir un cadre. C'est-à-dire, en étant dans son compte, on peut travailler sans arrêt, tard le soir, le week-end, pour le matin. Voilà, mais c'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est de prendre conscience, effectivement, qu'on n'est pas un travailleur comme un autre, on n'a pas le même cadre, on se donne son cadre soi-même. Et du coup, comment faire par rapport à ça? Je pense qu'une organisation et se donner sa propre discipline. Moi, je dis souvent aux personnes de s'organiser, c'est-à-dire qu'on sait que le chef d'entreprise, c'est sa santé, c'est son premier capital immatériel pour l'entreprise. Le professeur Torres a bien appuyé sur cette idée-là. Et j'aime bien cette phrase-là, puisque en prenant conscience que la santé du dirigeant, c'est vraiment le premier capital immatériel de l'entreprise, il faut prendre conscience que de temps en temps, il faut prendre rendez-vous avec soi. Et donc, moi, quand j'ai les entrepreneurs au téléphone, souvent, je leur dis mais quel temps est-ce que vous avez? Est-ce que vous gardez des activités, parce que c'est le risque, c'est d'arrêter ces activités. Souvent, ils arrêtent de dormir, ils travaillent tard le soir parce que c'est des moments où ils sont plus calmes, et puis ils travaillent tout l'aspect gestion, administration, etc. Et puis aussi l'aspect des loisirs. La première chose sur laquelle ils rognent,
c'est les loisirs. Et donc ça, moi, j'ai tendance à dire et insister à mettre dans un planning des créneaux. Si par exemple, vous allez à la piscine le midi, le jeudi midi, ben, le midi, vous avez un rendez-vous. Moi, je me dis, vous marquez rendez-vous VIP. Le VIP, c'est vous. Voilà, puisque vous êtes effectivement la personne importante pour l'entreprise. Donc, on n'est pas obligé de savoir que ce n'est pas un client ou pas aux caisses, c'est votre rendez-vous. Et vous pouvez être sûr que si, par exemple, vous avez des demandes sur ce créneau-là, vous pouvez très bien leur proposer d'autres créneaux. Donc, 95% des cas, en fait, les gens acceptent un autre créneau. Et puis, ben, de temps en temps, si exceptionnellement, vous devez utiliser ce créneau pour un événement, vous pouvez. Mais le fait de l'avoir mis dans son agenda, le fait de s'organiser et de faire, enlève déjà la part de la culpabilité. Parce que ce que je retrouve beaucoup chez les chefs d'entreprise qui sont épuisés, c'est surtout cette culpabilité. C'est une culpabilité de ne pas être en train de toujours travailler. Mais si on dit bien que le chef d'entreprise, ce n'est pas un travail comme les autres, parce qu'il fait justement beaucoup d'heures, il peut être amené à travailler, il n'a pas de cadre. On n'a pas la loi sur la déconnexion, elle n'est pas valable pour les chefs d'entreprise. Donc, certains chefs d'entreprise vont me dire, oui, moi j'arrête tout le vendredi soir et je regarde 1 heure le dimanche pour savoir ce qui va m'attendre et puis après, je rouvre que le lundi. D'autres vont me dire, moi je regarde toujours un petit peu. Enfin, en fait, chacun va avoir sa solution, si vous voulez, par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est effectivement de ne pas arrêter ses activités extra-professionnelles, de ne pas aller s'isoler, de ne pas se renfermer dans son activité, et surtout lié à la culpabilité. Et le fait, pour répondre à Laetitia, le fait d'organiser et de mettre dans son agenda des temps pour elle, ça lui permet de cette déculpabilisation et peut-être de mieux cadrer. Si je peux juste ajouter une petite précision, Laetitia. Alors, je vous invite de vous inscrire à nos 2 webinaires concernant la gestion du stress qui aurait lieu le 29 novembre et le 2e webinaire qui va compléter donc la première thématique qui est planifié le 9 décembre. Et là, on va parler du gestion du temps parce qu'on va se rendre compte que si on gère bien son temps, on peut mieux gérer son stress. En tout cas, on sera moins stressé. Et donc, c'est vraiment lié la gestion du temps à la gestion du stress. Donc, je vous invite à vous inscrire à ces 2 webinaires. J'en ai. Oui, pour compléter ce que vous avez partagé là, je vois une autre clé aussi, c'est qu'il peut arriver que l'entrepreneur travaille aussi chez lui. Donc, il y a un moment, c'est aussi un peu comme le travail, il peut y avoir un mélange dans un même espace de vie privée, de vie professionnelle, et tout ça, à un moment, finit par ne plus avoir de cadre. Donc, moi, en expérience personnelle, j'ai ressenti très tôt le besoin d'aller dans un espace où il y avait d'autres entrepreneurs ou salariés. Donc, je suis allé dans un espace de coworking, j'y vais à peu près à mi-temps. Moi, je vais à la Ruche, à Montpellier, parce que c'était aussi pour moi important de faire un acte de mobilité, d'aller vers un lieu pour travailler mon projet. Alors, je vais travailler aussi à mon domicile, et puis aussi d'être stimulé dans un environnement où il y a d'autres porteurs de projets, il y a des télétravailleurs, il y a des porteurs de projets, il y a des associations qui sont dans ce même lieu, et je trouve ça très stimulant. Et pour avoir quitté le monde de l'entreprise, où il y avait des équipes et beaucoup d'animation, pour moi, c'était important de retrouver ça. Donc, ça peut être aussi ça, aussi de mettre une limite physique entre l'endroit où je travaille et l'endroit où j'ai des activités personnelles, familiales. Qui permet en même temps aussi de sortir de sa solitude quand on travaille toute seule. Ce qu'on disait, effectivement, de ne pas rester seul. Effectivement. Et le rendez-vous avec soi-même, oui, parce que je pense que en général, on est son meilleur compagnon pour la vie. Ça, c'est une croyance que j'ai. Et voilà, l'entrepreneur qui ne prend pas soin de lui, qui n'est pas en rendez-vous régulier avec lui-même, ne peut pas être bon dans ses missions, dans sa relation client, et dans le service ou le produit qu'il délivre. Après, je voulais juste intervenir sur le fait qu'effectivement, on retrouve pas la façon de travailler chez un salarié et chez un chef d'entreprise. En fait, on parle aussi de stress. Alors, je sais que vous avez un webinaire du coup dessus, mais le stress subi et le stress choisi, puisqu'on parle aujourd'hui de bon stress, de mauvais stress, mais il n'existe pas vraiment de bon stress et de mauvais stress, en tout cas pour la santé. Donc, entre stress subi et stress choisi, il y a une différence. Voilà, en fait, c'est stress, non ? C'est l'aspect de tout à l'heure, c'est par choix et par contrainte. Et finalement, on se rend compte, par exemple, j'ai fait une étude qui me montrait sur la surcharge de travail chez les chefs d'entreprise. La surcharge de travail, on a travaillé au niveau émotionnel, c'était plutôt des émotions positives. Donc, on se rend compte que finalement, la surcharge de travail, qui est le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est quelque chose qui ne prend pas forcément comme du stress tant que c'est choisi.
hein, on accepte un nouveau client, puis encore un nouveau, puis on est content, notre agenda, il se remplit, etc. Donc, on se met en fait en surcharge soi-même. Et le problème, de temps en temps, c'est qu'à un moment donné, ce stress qui est choisi au départ, à un moment donné, on peut se faire attraper et faire qu'il devient subit. Et c'est là où ça peut être un peu plus difficile, puisque le stress, finalement, choisi va satisfaire la satisfaction au travail, alors que le stress suivi va dégénérer justement cette satisfaction. Donc voilà. Et donc, je voulais terminer un petit peu sur le fait qu'il faut avoir effectivement aussi conscience que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'événements et beaucoup d'effets positifs. Hein. On a ce sentiment de liberté, beaucoup de fierté aussi. Souvent, les chefs d'entreprise, quand ils se créent, ils vont mieux, souvent ils vont bien aussi, puisqu'il y a ce sentiment de fierté, cette maîtrise du destin, que le professeur Torres appelle la salutogénèse, en fait, les facteurs salutogènes, bons pour la santé. Donc voilà, on va avoir une flexibilité horaire, des absences de hiérarchie, qui, quand ça nous a pesé, ça nous fait du bien, etc. Et puis, par contre, eh bien, très rapidement, on peut être rattrapé aussi par plutôt des effets, on va dire, des stresseurs, et cette fois-ci des effets plutôt négatifs de l'entrepreneuriat, qui est malgré tout la peur financière. Hein. Tous les mois, on ne sait pas trop si on va avoir un revenu, l'incertitude justement de ce carnet de commandes, et puis la solitude, le poids des responsabilités, etc. Donc, quand on entreprend, quand on décide d'entreprendre, il faut avoir conscience de tout ça. Enfin, moi, ça serait sur ça que je conclurais, c'est qu'il faut effectivement avoir conscience qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Et pour ça, mes 3 clés, moi, c'était ne restez pas seul, ne restez pas isolé, faites-vous accompagner, que ce soit en amont, pendant, voire à la fin aussi. On peut être aussi accompagné au rebond si le projet n'a pas fonctionné. On peut être accompagné aussi à ça. Et tout au long du parcours, c'est prendre soin de soi, de son sommeil, de sa récupération, ses rendez-vous avec soi. Et puis aussi, oser demander de l'aide. Parce que quand tout va bien, c'est facile. Mais quand les choses commencent à devenir difficiles, on a tendance à se renfermer. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut éviter, c'est vraiment d'aller vers ceux qui peuvent vous aider. Ce qu'il faut savoir, nous, à la CCI, bien sûr, on est là, mais il y a plein d'autres structures aussi qui vont être là pour vous accompagner tout au long de votre vie de chef d'entreprise, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des difficultés, qu'il y a de vrais succès. N'hésitez pas à vous adresser à nous et aux différents organismes. Oui, on est là pour ça. Voilà, on est là pour ça. Si nous, on n'a pas la réponse exacte, on sait vers qui on pourrait vous orienter, on sait qui est là pour vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas de nous contacter. Alors, j'ai une petite question qui est arrivée. Donc, il y a quelqu'un qui me demande quelles sont les aides pour bénéficier, quelles sont les aides dont on peut bénéficier en reconversion professionnelle. Ça dépend des cas. Hein. Donc, je vous propose de nous contacter. Hein. Envoyez-nous un petit mail. On discutera de votre situation et puis on trouvera des solutions parce que chaque cas est différent, chaque personne est très différente. Donc, il y a des choses qui sont différentes qui sont mises en place. Vous pourrez peut-être déjà aller voir les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, qui pourraient être une première porte d'entrée. C'est des rendez-vous qui sont gratuits, où vous pourriez avoir une première porte qui pourrait par la suite vous aiguiller si c'est vers l'entrepreneuriat ou autre. En tout cas, dans ça peut être déjà une aide à envisager un projet et puis vous donner aussi les clés pour d'autres aides. J'ai une autre, Audrey, qui dit les rendez-vous avec soi-même est indispensable. Merci Charlotte de l'avoir déjà mentionné lors de cette journée en 2019. Pour l'avoir expérimenté, c'est salvateur. Bon, super. Et la notion du sommeil régulier est aussi super importante. C'est la deuxième clé que j'avais retenue à l'époque et ce n'est pas assez valorisé en général. Donc, voilà. On est d'accord. Alors, une autre remarque, souvent on apprend un métier et c'est quand on se met à son compte qu'on apprend à être entrepreneur sur le terrain. Oui, je le répète et nous ne le répétons pas assez. On n'est pas né chef d'entreprise, ça s'apprend. Ça prend un chemin et petit à petit, on devient chef d'entreprise. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Alors, maintenant, Jean-Denis, vous êtes déjà bien intervenu lors de notre webinaire. Parlez-moi un petit peu de vous. Quels sont vos champs d'intervention? Que faites-vous aujourd'hui?
par rapport à votre ancienne vie. Oui, dans mon ancienne vie, j'ai fait plusieurs métiers à caractère opérationnel, marketing, relations clients, donc ça a été très riche au niveau d'expertise et des rencontres. Et puis, ce qui est apparu rapidement, c'est une envie de continuer, après avoir été en posture de management de projet ou d'équipe, de continuer sur de l'accompagnement, donc d'être au service de managers d'équipe ou d'organisation, donc en utilisant le coaching professionnel ou le conseil ou la formation. Moi, j'accompagne des individuels qui sont des dirigeants, des leaders et managers qui ont envie de mettre plus de sens et de conscience dans leur démarche, qui ont envie de faire un pas de côté et qui ont besoin d'aide à ce moment-là. J'aime aussi beaucoup accompagner des équipes qui se créent, des équipes qui rencontrent des difficultés de communication, donc des équipes qui sont en développement. C'est un peu comme un organisme vivant, une équipe, et puis avec envie de favoriser la cohésion, l'engagement collaborateur, ça ne se décrète pas, de confiance et d'autonomie. J'aime bien la notion d'une équipe qui prend soin d'elle-même et de ses membres, et puis de pouvoir réaliser qu'on peut concilier plaisir, performance, c'est absolument pas incompatible. Et puis accompagner les organisations. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec des organisations qui ont envie de créer une vision partagée ou une raison d'être. On parle beaucoup d'entreprises à mission en ce moment. Et c'est un peu le rêve dont on parlait au début. L'entrepreneur a besoin d'avoir aussi un rêve qui suscite et qui génère de la motivation et de l'énergie. Donc, accompagner une équipe à co-créer sa vision partagée, puis à la décliner en ambition, en valeur, en stratégie, en plan d'action, et à re-questionner ça régulièrement. C'est passionnant. Et donc, je suis très heureux d'avoir fait ce pas-là. Et ce que je voulais rajouter aussi dans peut-être les choses importantes en tant qu'entrepreneur, c'est la notion de plaisir et de célébration. C'est de célébrer tous les succès. Il n'y a pas de petits succès dans une démarche entrepreneuriale. Chaque pas fait en avant, c'est un succès et ça mérite d'être célébré. Célébrez-le avec qui vous voulez, mais voilà, mettez-vous aussi peut-être un rendez-vous en disant je viens de réussir ça, c'est important, vous pouvez le partager autour de vous. J'ai envie de dire célébrez aussi vos échecs parce que c'est aussi des sources de croissance et que on a le droit de se planter sur une démarche de prospection commerciale. Le pire serait de ne rien faire ou de ne plus rien essayer du tout. Donc donnez-vous aussi le droit de l'expérimentation en étant dans une zone vous gardez de la sécurité, mais donnez-vous le droit d'expérimenter et de voir ce qui se passe. Et puis, si ça n'a pas marché, essayez de voir comment vous pouvez sortir grandi de ça, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, quelles compétences vous avez développées, même si ça n'a pas marché. Il y a toujours des cadeaux cachés, même dans les expériences. L'échec n'est pas un échec. Oui, l'échec, c'est une source d'apprentissage. C'est une source d'apprentissage, voilà. Pour réussir à avoir ça en tête, ouais. C'est pas... Et si je comprends bien, on doit toujours être prêt pour l'apéro. Si on veut célébrer régulièrement, si on doit célébrer, voilà, c'est un peu tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais on va garder ça sous les coudes. Voilà. Oui, parce que être entrepreneur, c'est du travail. Et moi aussi, la notion de plaisir, c'est important de travailler. Ça ne se fait pas sans travail. Le travail, ça peut avoir un côté sérieux, il faut de la méthode, de la rigueur. Oui, c'est OK. Et à la fois, c'est pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je viens nourrir en moi dans ce projet d'entrepreneuriat, où je trouve une source de motivation, de satisfaction et de plaisir en grandissant dans le projet, en étant utile, en proposant mes services ou mes produits et en me nourrissant de ça. Donc, voilà, plaisir et performance. Bon, moi, je regarde s'il y a encore des questions qui sont arrivées. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, vous allez voir. Je célèbre d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire. C'est important de réentendre certaines choses pour que ça rentre. Merci beaucoup, Laetitia. Ça nous fait plaisir d'avoir un commentaire comme ceci. Oui, c'est une façon de prendre du temps pour soi aussi. C'est parfait. Donc, voilà. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose qui arrive? Autre question? Je pense qu'on n'est pas trop mal dans les timings aussi. Avant tout, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, d'avoir pris du temps de le préparer et d'avoir pris le temps d'être présent aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, ça sera la place créative le 7 décembre au Quorum. J'espère vous voir tous nombreux. Vous allez voir, il y a encore plein de choses à découvrir. Vous allez avoir de nouveautés, de workshops,
Bon, il y a une multitude. Je vous invite à venir simplement et découvrir tout ce qui va se passer. Encore une fois, merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Merci Avec à vous, plaisir. merci pour Merci. l'invitation. C'est un plaisir. Avec plaisir. Et puis,